Dafrosa et Alain Gauthier sont sur la trace des génocidaires. Ils traquent les responsables d'un des pires crimes que le XXe siècle ait connu, le génocide de 1994 au Rwanda. Très souvent, les pistes qu'ils suivent les ramènent chez eux en France. Une quête à cheval sur 2 continents. Nous devons continuer à poursuivre en justice les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à ce génocide et, en ce qui nous concerne, celles qui vivent en France. C'est un combat pour la justice. Les victimes ont besoin de cette justice et on a le devoir de travailler pour leur mémoire. La mission d'Alain Gauthier en Afrique est délicate. Il est à la recherche de témoins et de preuves d'un crime vieux de 25 ans, le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Je voudrais commencer à enquêter sur 2 autres dossiers. Ce sont 2 personnes qui sont réfugiées en France, que la France a refusé d'extrader, qui ont eu un mandat d'arrêt international, mais qui pour l'instant ne sont pas poursuivis par la justice française. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais j'espère pouvoir recueillir des éléments, des témoins, des victimes. Alain Gauthier n'est ni policier, ni procureur, mais retraité de l'Éducation nationale. Il mène ses enquêtes à titre personnel. Pour de nombreuses victimes du génocide, son travail est le seul espoir d'obtenir justice. On trouve inacceptable que des personnes qui sont susceptibles d'avoir participé au génocide des Tutsis puissent vivre en paix, tranquillement en France, alors que les victimes ici, les rescapés, vivent souvent dans des situations de pauvreté. Eux, ils sont en France, ils se sont refait une sorte de virginité. Le Rwanda, le pays des 1000 collines. En 1994, il fut le siège de l'un des pires épisodes de l'histoire contemporaine. En l'espace d'à peine 100 jours, des extrémistes Hutus ont massacré près d'1 million de Tutsis sous les yeux de la communauté internationale qui a laissé faire. Rien que dans cette église de Kiziguro, en quelques jours, ce sont plus de 3500 personnes qui ont été massacrées. L'enquête d'Alain commence ici. Regina est l'une des rares rescapées du massacre. Toute ma famille était venue se réfugier ici. Nous étions très nombreux, mais je suis la seule rescapée. Ils ont jeté les corps dans la citerne devant l'église, mais je m'en suis sortie avec de graves blessures. Ce qu'ils nous ont fait est si terrible qu'on a du mal à le croire. Quand on me dit que ces gens vivent aujourd'hui en paix à l'étranger, comme si de rien n'était, ça me fait très mal. Ici, nous devons vivre avec cette douleur que rien n'apaise. Des plaies que rien ne peut effacer. Alors que beaucoup de victimes préfèrent se taire, Regina a pris le parti de parler à Alain. Donc chacun des rescapés que j'ai déjà rencontrés vont compléter les dossiers qu'on va remettre au juge d'instruction et pour bien montrer qu'ils sont famille de victimes dans l'affaire qui nous concerne. La tâche est énorme pour Alain, qui doit rassembler toutes les pièces du puzzle.
Il ne fera pas d'avancée spectaculaire aujourd'hui, mais il a posé les jalons pour la suite de ses recherches. Alain retourne dans la capitale, Kigali, où il doit rencontrer le procureur général. Après toutes ces années, les autorités rwandaises sont toujours à la recherche des coupables, mais elles se heurtent souvent aux frontières. La démarche d'Alain, qui engage des poursuites jusqu'en France, est donc indispensable. Nous avons un vrai problème avec les suspects qui ont fui à l'étranger, et notamment en France. La France a toujours été une destination prisée par les fugitifs, qui voulaient échapper aux poursuites dans leur pays. C'est un endroit sûr pour eux. Pour le procureur général Jean Bosco Sibouintoré, le travail d'Alain n'est pas perçu comme de la concurrence ou de l'ingérence extérieure, mais comme une aide précieuse. Nous sommes très contents du travail d'Alain Gauthier et de son organisation. C'est une nécessité, pas uniquement ici, mais aussi au niveau international. C'est à nous tous, qu'il s'agisse du gouvernement ou de la société civile, de rétablir la justice dans le monde. Un génocide est un crime qui dépasse les frontières. 25 ans après le génocide, le Rwanda a bien changé. Aujourd'hui, la société rwandaise, jeune et moderne, fait cohabiter toutes les ethnies en harmonie. Jack, 24 ans, est photographe et artiste à Kigali. Il organise des événements culturels dans tout le pays avec ses amis. Aujourd'hui, nous partons pour Gitarama avec des DJ. Nous apportons de la musique et nous allons faire danser les gens. La musique rapproche les gens. Elle permet d'oublier ses tracas et de s'évader. Elle permet aussi de créer des liens. À 1 heure de Kigali, les jeunes artistes sont accueillis en fanfare. Voyez leur sourire. Tout le monde s'amuse avant même qu'on ait commencé. Ici, aujourd'hui, le passé semble bien éloigné, mais il reste toujours présent dans les esprits. On n'oubliera jamais. Ça fait partie de notre histoire. En fait, mon travail consiste à montrer que le Rwanda ne se limite pas uniquement au génocide. Je veux montrer le vrai visage du pays, tel qu'il apparaît aujourd'hui. Où en est le Rwanda actuellement? Le travail d'Alain n'a pas seulement pour mission de panser les plaies du passé, il doit aussi permettre de construire l'avenir. Quelques jours plus tard, Alain est de retour à Reims, où il vit depuis de nombreuses années avec Dafrosa, son épouse. Ça va? T'as fait bon voyage? Ça a été. Et toi, ça va? Oui, ça va bien, merci. Dafrosa Gauthier est née au Rwanda. Sa mère a été tuée aux premières heures du génocide, sa famille en grande partie décimée. Le Rwanda a beau être à plus de 6000 km de là, les souvenirs sont très proches. Moi, j'ai l'impression que j'ai toutes mes images dans ma tête, les images des lieux, les odeurs. Mais là, ici, par exemple, sur cette photo, c'est vraiment de la famille. C'est ma mère, ma fille aînée, bien sûr. Et puis, la petite dernière, Sarah. On voit bien que c'est une petite réunion, une petite photo de famille très sympathique, où tout le monde est là, où tout le monde est heureux de se retrouver. Mais en fait, ce qui reste de cette photo, c'est nous. On se sent un peu coupable de pourquoi nous, enfin, ils n'ont pas demandé à mourir, ils n'ont pas demandé à
Parce qu'on les dépece, ils n'ont pas demandé à... Enfin, on est venu prendre des vies comme ça, avec quel droit? Perdre sa famille apporte la force nécessaire au pénible travail d'information. Notre engagement a bouleversé notre existence habituelle, c'est-à-dire qu'il a fallu faire des choix, hein, les choix dans notre mode de vie de tous les jours, puisqu'on s'est concentré réellement sur la recherche des génocidaires et sur la constitution des dossiers, et forcément tout le reste, à part notre travail qui nous nourrissait, a été plutôt secondaire. Dans le bureau, les dossiers s'empilent. C'est d'ici que le couple mène ses recherches et se met sur la trace des génocidaires. Un travail de longue haleine qu'il mène depuis 25 ans et qui est aussi empreint d'émotion. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est peut-être plus compliqué pour Dafrosa d'ailleurs, qui arrive peut-être moins, mais par son histoire personnelle, à prendre cette distance indispensable. Mais on ne peut pas se laisser toucher comme ça par tous les témoignages. Il faut qu'on... c'est un travail qu'on fait, voilà. Et puis de toute façon, il faut vivre avec ça. Alain se rend à Paris. Fort des 2 nouveaux dossiers rapportés du Rwanda, il veut encourager le ministère public à mener une enquête. Pour lui, l'Europe porte une part de responsabilité dans le génocide. Oui, je pense que les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide sont recherchées un peu partout. En Europe, mais aussi au Canada, aux États-Unis et dans divers pays d'Afrique. Maintenant, ce qui fait la spécificité de la France, c'est que la France n'extrade pas. Toutes les personnes qui sont réclamées par le Rwanda ne sont pas extradées. Pour l'instant, on en est à 42 demandes et 42 refus de la part de la Cour de cassation. Ce qui veut dire qu'on est, j'allais dire, condamné à les juger en France. Rencontre avec son avocate, Domiti Philippard, dans le centre de Paris. Les éléments nouveaux rapportés du Rwanda doivent leur permettre d'engager des poursuites contre les 2 suspects. Alors j'étais au Rwanda en novembre, effectivement. Donc j'ai essayé de travailler sur 2 nouveaux dossiers. Alain a méticuleusement consigné toutes les informations obtenues au Rwanda. Pour Maître Philippard, cette collaboration revêt un caractère particulier. C'est vrai que dans le cas d'Alain et d'Afrosa, on est dans quelque chose qui les ont tellement touchés qu'ils y ont consacré leur vie entière parce qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et oui, on est quelque chose dans lequel il y a des proportions qui ont été telles et qui les ont touchés personnellement que ça prend une dimension différente et bien particulière, oui. On ne traite pas un dossier de génocide comme n'importe quel dossier en matière pénale, c'est sûr, c'est sûr. Toutes les pistes aboutissent à Paris. Alain et Dafrosa sont des habitués des couloirs du palais de justice. Avec leur organisation, le CPCR, collectif des parties civiles pour le Rwanda, ils ont déposé 30 plaintes. 3 d'entre elles ont abouti à une condamnation. 3 seulement pendant toutes ces années. Les 3 personnes qui ont été condamnées ne l'ont été que parce que nous avions déposé plainte, ce qui a obligé les juges d'instruction à instruire ces dossiers. Voilà, c'est simplement, c'est la réalité. Ce n'est que récemment que le parquet poursuit lui-même les investigations de sa propre initiative. Pourquoi la justice française ne s'investit-elle pas davantage dans l'enquête sur le génocide? Aurélia DeVos est vice-procureure au parquet de Paris. Dans le nouveau tribunal situé aux portes de la ville, elle est en charge de la section des crimes contre l'humanité. C'est elle qui a prononcé l'une des 3 condamnations françaises. Pourquoi faut-il que des particuliers comme Alain Gauthier mènent l'enquête, alors que ce serait en principe le travail de la justice? Nous sommes éloignés géographiquement, nous sommes éloignés dans le temps. Et effectivement, le crime ne nous apparaît pas comme le crime au coin de la rue, si vous voulez. Donc, en effet, le rôle des associations, le rôle des collectifs de victimes, il est crucial. Donc, en effet, le CPCR a monté des plaintes, a créé des dossiers pour pouvoir porter devant la justice
ces plaintes devant les juges d'instruction la plupart du temps. Et donc, en effet, à partir de là, des dossiers ont été initiés. Les derniers responsables du génocide rwandais vivent peut-être ici ou ailleurs. Dans l'après-midi, Alain a rendez-vous avec Dieter Maxam, un juriste de Hambourg. Comment ça va, Dieter? Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bienvenue. C'était compliqué pour venir à Paris. Ah oui, il y a des greffes alors. Cet avocat allemand s'occupe du Rwanda depuis bien longtemps. Il a représenté des familles de victimes rwandaises lors de procès en Allemagne. Depuis des années, Alain et lui se voient régulièrement pour discuter des avancées de l'enquête. Ils sont déjà allés. Pour Dieter Maxam, rien d'étonnant à ce que la justice française ne montre pas plus d'empressement dans cette affaire. Ce n'est un secret pour personne. La France était très proche du régime à l'origine du génocide. Alain et son organisation aident le ministère public à prendre des mesures. Sans cette impulsion, le ministère public ne s'y serait peut-être pas lancé. Ce qu'ont fait l'association Survie et le CPCR est tout à fait remarquable. Alain et Dieter veulent que justice soit faite pour les victimes. Mais qu'en est-il des responsables? L'un des 3 génocidaires condamnés en France est en prison dans la banlieue de Paris. Nous ne sommes pas autorisés à lui parler, mais après plusieurs tentatives infructueuses, sa fille a accepté de nous répondre. Rendez-vous est donné dans un cabinet d'avocats de Paris. Là, c'est la déception, l'avocat nous reçoit seul. Sa cliente a annulé le rendez-vous au dernier moment. Fabrice Epstein est très critique vis-à-vis du travail d'Alain et de son organisation. Je pense que le CPCR s'est parfois trompé de combat et surtout a été prête à utiliser des arguments parfois fallacieux, parfois des témoignages qui étaient faux, des témoignages qui avaient été écrits préalablement, d'accepter que des témoins qui mentent puissent être la source d'une condamnation. Et là, c'est confondre la fin et les moyens. Le CPCR l'a fait et je pense que le CPCR l'assume. Et moi, j'assume de mon côté de défendre des génocidaires. Des accusations graves que nous voulons vérifier. Depuis 2011, il existe en France une unité spéciale d'enquête sur les crimes de guerre. Dès qu'Alain dispose de suffisamment de preuves contre un suspect, ce sont les gendarmes de cette unité qui prennent l'affaire en main. Ils suivent ensuite, à couvert, la trace de l'individu en France et au Rwanda. Du fait des différents niveaux d'investigation, Éric Emereau, le responsable de l'unité, exclut toute possibilité d'inculpation d'innocents. Quand on va commencer les investigations sur un individu, on ne va pas se concentrer que sur 5 témoignages. On en fait énormément. Donc, à un moment donné, quand vous avez 30, 40, 50 témoignages, si sur les 50, vous en avez 3 qui ne sont pas forcément trop crédibles, il vous en reste 47 autres qui vont venir converger en fait sur l'implication, qui témoigne de l'implication de l'individu. Le lendemain, à Reims, Alain prévoit de retourner au Rwanda avec Dafrosa dans 2 semaines. Il leur faut davantage de preuves pour pouvoir boucler les dossiers en cours et finaliser une plainte. Leur quête s'achèvera-t-elle un jour? Personne ne peut tourner la page. Tourner la page, ça voudrait dire qu'on nous aide à reconstituer cette vérité. Et si nous y arrivons, si on nous met sur le chemin, si on nous ouvre les archives, si ceux qui connaissent des choses parlent, oui, on peut avancer. Sinon, c'est impossible. 2 semaines plus tard, à l'aéroport de Bruxelles. À quelques jours du 25e anniversaire du génocide, Alain et Dafrosa se remettent sur la trace des génocidaires. Oui, donc nous retournons au Rwanda, cette fois-ci en compagnie de Dafrosa, parce que nous devons essayer de retrouver les témoins que nous n'avons pas trouvés la dernière fois. Donc on espère pouvoir rencontrer quelques rescapés et éventuellement des personnes qui ont participé au génocide dans les 2 dossiers sur lesquels nous travaillons.
À peine arrivés au Rwanda, les voilà sur le terrain. Pendant toutes ces années, Alain et Dafrosa ont sillonné le pays dans tous les sens. Ils connaissent toutes les villes et la plupart des villages. Aujourd'hui, ils doivent rencontrer un informateur qui a trouvé de nouveaux témoins. Il s'agit de 2 femmes rescapées qui connaissent personnellement les suspects. Nous ne filmerons pas leur conversation. Les informations sont sensibles et confidentielles. La rencontre avec les témoins doit se faire dans le plus grand secret, car elles craignent pour leur sécurité. Il faut faire très attention parce que ces personnes qui ont fui le pays, qui se trouvent à l'étranger, ils ont encore leur famille ici. Et les familles qui peuvent menacer les témoins qui vont justement donner le témoignage contre ces personnes. Ils sont quand même entourés par les familles de ceux qui ont tué parfois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand on nous demande la discrétion, on doit la respecter. Après 1 heure de route, ils arrivent au lieu du rendez-vous. La témoin est bien consciente des risques qu'elle encourt, mais elle souhaite s'exprimer et soutenir l'action d'Alain et de Dafrosa. Je veux que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et que le monde entier sache ce qui s'est passé à l'époque, au Rwanda. Je veux que les responsables soient punis pour ce qu'ils ont fait. Ensuite, on vérifie les informations. Nom, date, lieu. Qui aurait vu quoi, à quel moment, et qui est capable de se souvenir avec exactitude. La témoin peut confirmer les soupçons contre les 2 suspects. Pour Alain et Dafrosa, c'est un pas énorme. Bientôt, ils auront suffisamment de matériel pour traîner les 2 individus en justice en France. Alors aujourd'hui, on a simplement tiré le premier fil de la pelote de laine. La prochaine étape, ça va être une prochaine rencontre, probablement la semaine prochaine, avec un groupe de rescapés. Et je pense que là, on va recueillir beaucoup d'éléments qui vont nourrir la plainte qu'on souhaite déposer. Mais avant d'en arriver là, Alain et Dafrosa se rendent dans un tout autre endroit. C'est ici, dans un quartier en périphérie de Kigali, que se trouvent les racines de leur travail. C'est sur ces marches que la mère de Dafrosa a été abattue en avril 1994, parce qu'elle était Tutsi. C'est quand même important de savoir ce qui s'est passé en cette matinée du 8 avril ici. Pour toutes les personnes qui ont péri ici à cette paroisse, du moins ceux qui ont été assassinés au cours de cette matinée-là. C'est important pour leur famille et pour les survivants. Ça nous permet au moins de savoir, alors que beaucoup d'autres gens ne savent pas où ont été assassinés leurs familles, où ont été assassinés, où ils ont été jetés, etc. Donc, en même temps, c'est une chance. Parmi les nombreux noms inscrits sur la stèle, celui de la mère de Dafrosa. Moi, personnellement, en tout cas, c'est pas parce qu'on a des victimes dans la famille que nous avons commencé le combat et que nous le continuerons. La justice, c'est pour l'ensemble des victimes. Mais bien évidemment, en rendant justice même à des victimes qui nous sont inconnues, on rend justice et on rend l'honneur de tous ceux qui sont morts. C'est pour ces raisons que la quête se poursuit. Le lendemain, une rencontre particulière est prévue. Alain et Dafrosa vont interroger un génocidaire condamné qui croupit en prison depuis 23 ans. Les responsables sont souvent la source de précieuses informations. Ils nous autorisent à le filmer, à montrer son visage et à divulguer son identité. Jean Berchman Imanani Bishaka prétend, malgré une triple condamnation à perpétuité, n'avoir jamais tué personne.
Si c'est possible, je demanderai à tous de nous prendre comme vraiment des frères qui ont fait des choses à cause de cette politique qui nous a poussés à tuer les autres. Malgré tout, mais s'ils ont un cœur de patriotisme, ils peuvent porter le pardon dans leurs mains pour nous pardonner. Même si pour moi ce n'est absolument pas facile, c'est jamais aisé, on doit rester calme parce qu'on sait ce qu'on est venu chercher. Venir là, c'est aussi le prix à payer pour avoir des informations. Je n'ai jamais envie de venir, mais je viens quand même. Et c'est ce prix-là qu'il faut payer pour pouvoir avancer dans nos dossiers. Et aussi pour ne pas oublier les victimes. Dans l'après-midi, Alain et Dafrosa se rendent au mémorial du génocide à Kigali. Dafrosa souhaite y suspendre une photo de sa mère, une victime parmi le million d'autres tombés en 1994. En dépit du terrible passé du pays, Dafrosa veut croire en l'avenir du Rwanda. On ne pourra jamais ressusciter les gens, mais le Rwanda se reconstruit depuis 1994. Je pense que tout le monde le voit, je pense que tout le monde parle même du rêve. Enfin, c'est pas le rêve rwandais, mais parle du miracle, plutôt le miracle en 25 ans. Voir ce qui s'est réellement passé, ce qui a été fait et refait et reconstruit, oui, ça relève quasi du miracle pour moi. La mère de Dafrosa repose dans ce mémorial aux côtés de 250 000 autres victimes. Je crois que jamais on pourra dire le travail est terminé. Par contre, venir ici, c'est vraiment ce qui donne du sens au combat pour la justice que le CPCR est en train de mener. Et tous ceux qui luttent contre les génocidaires et contre le négationnisme. Voilà. Quand on est là, on sait pourquoi on se bat.